Bonjour, bonsoir. Donc, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, donc ça dépendra donc de l'heure à laquelle vous êtes. Alors, nous sommes encore ici avec vous, donc sur YouTube, pour vous présenter à nouveau donc un cours sur l'assurance transport, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui donc nous allons parler de la deuxième partie donc de notre cours sur l'assurance transport. Cette fois-ci, on va parler donc d'assurance faculté. Alors, lorsqu'on dit assurance faculté, comme on l'avait expliqué donc la fois dernière, hein, donc il y a plusieurs branches donc en matière d'assurance transport. On avait dit qu'on pouvait assurer donc le matériel de transport, ce qui fait que donc on peut avoir quoi? Assurance corps de navire, on peut avoir donc assurance corps d'aéronef, on peut avoir donc assurance corps de train, etc. Mais aussi on peut assurer, n'est-ce pas, donc les marchandises qui sont transportées donc par ce matériel de transport là. Maintenant, si c'est les marchandises donc qui sont assurées, alors on parle donc d'assurance faculté. Donc l'assurance faculté, c'est la branche donc de l'assurance transport qui s'occupe donc de l'assurance des marchandises. N'est-ce pas? Alors l'assurance faculté, c'est l'assurance donc des marchandises transportées, quel que soit donc le mode. Ce qui fait que donc ici on parlera à la fois d'assurance faculté maritime, faculté aérienne et faculté terrestre. Je rappelle aussi que je suis en train donc de parler donc de police d'assurance française. Hein? Voilà. Alors, la première donc des questions à se poser, c'est pourquoi assurer donc les marchandises transportées? Pourquoi il faut une assurance des marchandises qui sont transportées? Donc c'est une très bonne question, c'est une excellente question même je dirais. C'est parce que sûrement donc il y a des raisons qui sont valables, n'est-ce pas? Des raisons qui sont valables et que généralement, lorsqu'on dit assurance, le plus souvent, donc, les gens parlent donc de risques. Hein? C'est parce que certainement, donc, il y a des risques. Alors, lorsqu'on dit pourquoi assurer, tout d'abord, c'est parce que donc, là, il y a la présence de risques pendant l'opération de transport. Il y a aussi donc la présence de textes de loi applicables en matière donc, de transport de marchandises. Mais c'est parce que aussi donc, il y a une obligation d'assurance locale donc, dans certains pays. N'est-ce pas? Présence de risque donc pendant le transport. Tout le monde sait que le risque zéro donc n'existe nulle part. Donc surtout dans une opération de transport. Le matériel de transport donc il est en déplacement. Généralement donc il y a une force motrice. C'est généralement donc des matériels qui sont motorisés. Le plus souvent, donc, c'est des matériaux qui roulent donc à une vitesse, n'est-ce pas, donc, qui dépasse souvent donc les 90 km à l'heure, 80 km à l'heure, vous voyez, 70 km à l'heure, donc pour les véhicules de transport routier. N'est-ce pas? Ce qui fait que souvent, ces véhicules-là donc, peuvent être confrontés à des problèmes pendant le transport. Un véhicule peut mal emprunter donc, un virage, n'est-ce pas, et se renverse, n'est-ce pas? Et que finalement, donc, la cargaison qui était donc, à son bord donc, est complètement endommagée. Ça peut arriver. On peut avoir donc des dangers qui peuvent à la fois toucher donc le matériel de transport, mais également donc sa cargaison. On peut avoir donc un crash d'avion. Généralement, lorsqu'il y a un crash d'avion, donc comme j'ai souvent l'habitude de le dire, mais généralement donc il y a aussi un incendie. Il y a un incendie et les gens ne vont pas se fatiguer donc à aller chercher donc une marchandise, par exemple donc en pleine Amazonie. Un avion qui fait crash en Amazonie, n'est-ce pas? Les gens ne vont pas se fatiguer à vouloir chercher donc des marchandises donc, qui sont en Amazonie. Au contraire, les recherches seront orientées ailleurs. Les recherches seront orientées donc dans la recherche, en tout cas pour retrouver, n'est-ce pas, donc les fameuses boîtes noires, bon, plus connues également sous l'appellation donc d'enregistreur, parce qu'il y en a deux. Il y a l'enregistreur des paramètres, il y a également l'enregistreur phonique. Donc ce sont ces deux enregistreurs-là que les gens appellent boîtes noires, peut-être qui permettront de connaître plus tard donc les causes de l'accident. Parce que l'exploitant de l'aéronef a l'obligation, n'est-ce pas, de dire aux parents des victimes donc pourquoi, n'est-ce pas, donc l'avion a eu un crash. Donc un navire peut en pleine navigation couler. Généralement lorsque le navire donc coule, mais le plus souvent que se passe-t-il donc toute la cargaison aussi est endommagée. Les gens ne vont pas se fatiguer à aller chercher donc des marchandises en mer. Vous voyez? Supposons par exemple un véhicule de transport de marchandises qui fait un tonneau, donc par exemple en brousse. Qu'est-ce qui va se passer généralement? C'est le cas. Hein? Dans des pays comme le nôtre, vous voyez, n'est-ce pas, donc les habitants, n'est-ce pas, donc de ces environnants-là, ils viendront donc piller ce qu'ils peuvent piller. Parce qu'eux également, souvent, ils sont dans un instinct de survie. Donc, il y a donc la présence de beaucoup de risques. Des risques, n'est-ce pas,
qui peuvent survenir pendant l'opération de transport proprement dit. N'est-ce pas? Ou bien des risques qui peuvent, n'est-ce pas, survenir pendant, n'est-ce pas, le séjour des marchandises à quai quelque part. Ou bien pendant même donc les opérations de chargement ou de déchargement. Alors, les marchandises acheminées de part et d'autre donc des frontières dans le cadre des échanges internationaux sont exposées à de nombreux risques particuliers. On y va? Il peut y avoir donc des pertes, vols, mouilles par eau de pluie, par exemple pendant la traversée maritime ou bien même pendant un transport routier. On a utilisé donc des véhicules peut-être qui n'ont pas été bâchés ou bien donc les bâches n'étaient pas étanches. Donc il peut y avoir donc de la mouille. Il peut y avoir mouille par eau de pluie. Ou bien même, les marchandises sont à séjour quelque part en attente d'embarquement. Ils peuvent, n'est-ce pas, supposons que c'est des produits qui ne doivent pas être au contact de l'eau. Il peut y avoir, n'est-ce pas, donc de la mouille par eau de pluie. Ou de mer. Par exemple, pendant la traversée maritime, il peut y avoir une tempête, n'est-ce pas, avec des vagues, n'est-ce pas, qui dépassent 5 mètres de hauteur, voyez, voire même plus, qui peuvent, n'est-ce pas, affecter donc le navire et mouiller donc une partie de la cargaison. Sans compter, souvent, n'est-ce pas, donc les mouilles qui sont dues à l'humidité donc des cales, ce qu'on appelle donc les buées de cale. Il peut y avoir donc des casses, n'est-ce pas, des produits qui sont endommagés, par exemple, donc des colis qui chutent, n'est-ce pas, au niveau du port, parce que les alènes qui servaient donc à les soulever donc se sont rompus. Il peut y avoir donc des avaries qui sont dues à la cohabitation avec d'autres marchandises, etc. À ces derniers s'ajoutent bien sûr donc des risques liés aux diverses opérations auxiliaires, c'est ce que je viens de dire, manutention, chargement, déchargement, entreposage, etc. Alors, ce qu'il faudrait simplement retenir, c'est que les avaries peuvent survenir, affecter à la fois le matériel de transport et sa cargaison. Comme aussi donc des fois les avaries peuvent survenir et affecter uniquement donc la marchandise transportée. C'est bon. Il y a aussi donc la présence de textes de loi applicables en matière de transport de marchandises. Alors, vous savez que les contrats de transport de marchandises, aussi bien au niveau international que national, sont régis donc par des textes. Des textes qui essaient donc de réglementer donc les rapports qui existent, n'est-ce pas, entre acteurs d'un contrat de transport. Par exemple, dans le cadre du transport maritime, vous avez donc la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et ses protocoles modificatifs de Visby en 1968 et La Haye en 1979. Je continue. Vous avez aussi une autre convention. Vous savez, le transport maritime se singularise par le fait que deux textes de loi différents peuvent s'appliquer à un même contrat de transport. C'est la raison pour laquelle, généralement, dans certains contrats, vous voyez donc une clause paramount, donc une clause, n'est-ce pas, souveraine. Donc c'est cette clause-là qui permettrait peut-être de connaître, n'est-ce pas, le texte de loi applicable. Parce qu'on a aussi une convention qui a été signée le 31 mars 1978 donc à Hambourg et qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. Cette convention aussi réglemente, n'est-ce pas, le transport maritime de marchandises par voie internationale. Vous avez donc la Convention de Genève du 19 mai 1956, n'est-ce pas, qui réglemente le transport routier de marchandises à l'international, n'est-ce pas? Vous avez, par exemple, au niveau du Sénégal et dans les pays membres donc, de l'OHADA, vous avez donc l'acte uniforme donc, de l'OHADA relatif au transport de marchandises effectué donc par route, n'est-ce pas, qui a été signé, je pense, donc à Yaoundé. Vous voyez, en 2002, n'est-ce pas, la loi du 22 mars, comme on le dit souvent. Vous avez aussi donc la Convention de Berne du 9 mai 1990. 1980, autant pour moi. En fait, la Convention de Berne, n'est-ce pas, c'est un dérivé, n'est-ce pas, de la Convention de Cotif. La Cotif, n'est-ce pas, convention, n'est-ce pas, qui date d'octobre 1890. C'est en tout cas la plus vieille convention en matière de contrat de transport et pratiquement tous les textes de loi même se sont inspirés donc de cette convention-là. Maintenant, cette convention, n'est-ce pas, donc de Berne a été modifiée à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Et la dernière version donc date de 1999, modifiée par le protocole de Vilnius. Vous avez donc la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, donc qui réglemente quoi? N'est-ce pas, donc le contrat de transport de personnes, de bagages et de marchandises par voie aérienne, donc à l'international. Vous avez aussi donc la Convention de Montréal du 28 mai 1999 aussi, n'est-ce pas, qui réglemente le contrat de transport de personnes, de bagages et de marchandises aussi à l'international par voie aérienne.
Alors, ces textes de loi-là, en tout cas, il y a des choses qu'il faut connaître sur ces textes. Il faut connaître donc leur champ d'application, c'est-à-dire quand est-ce que donc la convention s'applique. Maintenant, si on dit champ d'application aussi, il faudra sous-entendre, n'est-ce pas, donc les exclus, enfin, oui, ce qui est exclu donc de son champ d'application, oui, c'est ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui est exclu donc de son champ d'application? Je donne l'exemple, n'est-ce pas, de la convention de Genève, par exemple. Alors, le transport de déménagement est exclu donc du champ d'application de la convention de Genève. Donc, cette convention également, elle est appelée CMR. Le transport funéraire aussi est exclu, n'est-ce pas, donc de son champ d'application. Le transport, n'est-ce pas, de colis postaux, le transport, n'est-ce pas, de colis sous l'empire de conventions postales internationales aussi est exclu donc de son champ d'application. Donc, si je dis champ d'application, c'est quand est-ce que donc le texte de loi en question s'applique, mais également donc qu'est-ce qui est exclu donc de son champ d'application. Ces différents textes de loi aussi ont des régimes de responsabilité. Alors, si je dis donc régime de responsabilité, je veux parler d'abord du fondement de la responsabilité, n'est-ce pas? Ou bien même je vais même commencer par l'étendue. Je veux parler de l'étendue de responsabilité, c'est-à-dire quand est-ce que donc la responsabilité du transporteur commence et quand est-ce que ça prend fin. Étendue de responsabilité du transporteur. Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça prend fin. Généralement, les textes s'accordent. La responsabilité donc commence de la prise en charge et se termine donc à la livraison. C'est de la prise en charge jusqu'à la livraison. Alors, la prise en charge, c'est quoi? C'est un acte juridique et matériel par lequel le transporteur, n'est-ce pas, reçoit les marchandises donc des mains de l'expéditeur et les a acceptées pour le transport. La livraison, c'est quoi? C'est aussi un acte juridique et matériel par lequel, n'est-ce pas, le destinataire ou son représentant reçoit les marchandises donc des mains du transport et les a aussi acceptées. C'est réception suivie donc d'une acceptation. Ce qui veut dire que cette responsabilité, alors, elle est limitée. C'est de la prise en charge jusqu'à la livraison. Vous me suivez? Maintenant, tout dépendra de l'endroit où la livraison donc se fera. Tout dépend également de l'endroit, n'est-ce pas, où la prise en charge également donc se fera. Lorsqu'on parle donc de régime de responsabilité aussi, il faudra donc parler, n'est-ce pas, donc du fondement. Le fondement, c'est sur quoi, n'est-ce pas, peut-on se baser pour engager donc la responsabilité donc du transporteur en cas de problème. Alors, généralement, les gens parlent donc de présomption. Bon, on identifie donc deux types de présomptions. Bon, il y a une présomption donc de responsabilité qui pèse sur le transporteur. Il y a également donc une présomption donc de faute. Mais c'est une simple présomption. Parce que simplement, les textes aussi ont prévu donc des causes d'exonération de responsabilité donc pour les transporteurs. Le transporteur peut évoquer donc une cause qui peut l'exonérer donc de toute responsabilité, même si donc les dommages se sont passés pendant que la marchandise était sous sa responsabilité. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? Le transporteur est responsable des pertes, avaries ainsi que du retard à la livraison lorsque l'événement qui a causé donc la perte, l'avarie ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa responsabilité. Mais même si donc la perte a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa responsabilité, il peut être exonéré donc de responsabilité. Je prends l'exemple de la Convention de Bruxelles. La Convention de Bruxelles modifiée ou bien amendée, par exemple, on sait que la responsabilité donc du transporteur, elle est portuaire. C'est une responsabilité, n'est-ce pas, donc comme diraient certains collègues, ou bien le doyen donc René Rodière, donc c'est une responsabilité donc sous parlant. La responsabilité du transporteur commence à partir quand est-ce? Pendant l'opération de chargement, ça continue pendant le transport principal et ça s'achève donc au moment du déchargement. Ce qui veut dire que si les marchandises sont endommagées donc après le déchargement, le transporteur donc n'est nullement responsable. Alors d'où l'intérêt donc d'assurer. Vous voyez? Donc il faut assurer. Vous me suivez? Alors je continue jusqu'ici. Je prends, n'est-ce pas, n'importe quelle convention, la convention de Bruxelles toujours. La convention de Bruxelles, dans cette convention-là, il est prévu, n'est-ce pas, donc des plafonds d'indemnisation. Supposons par exemple que la responsabilité donc du transporteur est engagée, alors il a l'obligation, n'est-ce pas, donc de dédommager, n'est-ce pas, donc la victime. Mais ce dédommagement, cette indemnisation-là est plafonnée.
Donc c'est plafonné à 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme, donc la limite la plus grande étant applicable. Alors DTS c'est quoi? Droit de tirage spéciaux, n'est-ce pas? Donc c'est un panier de monnaie fictive donc, qui a été mis en place donc, par le FMI, le Fonds monétaire international, et n'est-ce pas donc qui est calqué par rapport, n'est-ce pas, aux devises de référence. Ce qui veut dire que si maintenant on a calculé donc on a mis en place un plafond, vous calculez, n'est-ce pas, donc les dommages que vous avez subis. Vous les avez calculés, mais après les avoir calculés, vous voyez que donc ces dommages dépassent donc la limite, n'est-ce pas, prévue par la convention. Eh bien, ce sera ramené donc à cette limite. Ce qui veut dire que donc votre indemnisation donc peut être partielle. D'où toujours l'intérêt alors de souscrire une assurance. Comme ça, si par exemple vous avez une perte non entièrement remboursée, l'assureur donc va en tout cas va vous indemniser. Ou bien si par exemple vous avez une perte alors que maintenant, bon, il y a une cause d'exonération, n'est-ce pas, qui exonère le transporteur de toute responsabilité, au moins donc l'assureur donc va vous indemniser. Je continue. Dans certains pays comme le Sénégal, parce que bon, nous sommes au Sénégal, donc je rappelle que je suis un formateur donc sénégalais, donc dans les écoles, n'est-ce pas, donc de commerce de la place. Donc nous dispensons donc un cours d'assurance transport généralement dans ces écoles-là. Alors on leur parle donc d'obligation d'assurance locale. Et ce n'est pas valable uniquement pour le Sénégal. Vous allez donc dans un pays comme le Cameroun également, tel est le cas. Il y a une obligation d'assurance locale, particulièrement au Sénégal. C'est la loi numéro 8347 du 18 février 1983, ainsi que son décret d'application qui prévoit l'obligation d'assurance locale. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que donc il y a même une triple obligation. La première obligation, c'est quoi? Obligation d'assurance de toutes les marchandises importées, quel que soit le mode de transport, que ça vienne par mer, que ça vienne par air, que ça vienne par route ou bien par fer, par fleuve, peu importe. Obligation d'assurance de toutes les marchandises importées, quel que soit le mode de transport importé. Alors, ce qui veut dire que les exportations ne sont pas concernées. Deuxième obligation, obligation d'assurance de tous les corps de navires battant pavillon sénégalais. Alors, vous avez un navire, vous l'avez immatriculé au Sénégal, vous avez l'obligation de l'assurer ici au Sénégal. L'assureur donc doit être domicilié donc au Sénégal. Enfin, oui, très bien. Bon, j'ai même anticipé. Hein. Troisième obligation, obligation de domiciliation de l'assureur au Sénégal. Alors, je disais, vous avez un navire, vous êtes sénégalais, vous l'avez immatriculé, vous aurez l'obligation de l'assurer. Mais vous allez l'assurer ici au Sénégal. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, les raisons qui motivent donc l'assurance des marchandises. Maintenant, nous allons voir donc les risques couverts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risques couverts? On entend par risques couverts l'ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de l'opération de transport, pouvant affecter donc la marchandise et qui sont couverts donc par les garanties d'assurance faculté. On va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On distingue donc les risques ordinaires donc des risques exceptionnels. On va y aller avec les risques ordinaires. Les risques ordinaires, vous avez donc, comprennent les avaries particulières, les avaries communes. Alors, les avaries particulières. Qu'est-ce qu'on entend par avaries particulières? Ce sont des pertes matérielles ainsi que des pertes de poids ou de quantité causées à la cargaison assurée au cours de son expédition. Les avaries et pertes peuvent survenir au cours de l'opération de transport proprement dit et résulter soit d'événements majeurs frappant à la fois le moyen de transport et sa cargaison. Par exemple, une tempête, par exemple, un crash d'avion, par exemple, un déraillement de train, par exemple, un abordage maritime, un échouement, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ces risques-là, on en a parlé donc lors de la première partie de notre module. Donc, un échouement, quoi d'autre encore? Généralement, ce qu'on appelle donc les fortunes de mer, si évidemment nous sommes dans le transport maritime. Maintenant, un camion, n'est-ce pas, peut heurter violemment, n'est-ce pas, donc un mur. Un camion, n'est-ce pas, donc peut cogner un autre véhicule. Un camion, n'est-ce pas, de marchandises peut par exemple rater un virage, il se renverse finalement. Donc, certainement, il y aura à la fois des avaries sur le matériel de transport, mais aussi sa cargaison. Alors, les dommages, n'est-ce pas, peuvent résulter donc d'événements majeurs qui frappent à la fois le moyen de transport et sa cargaison. Ou bien soit d'accidents qui touchent uniquement donc la cargaison, ça peut arriver. Il peut y avoir une pluie
maintenant la pluie a endommagé donc la marchandise parce que simplement on n'avait pas utilisé donc des véhicules bâchés, par exemple. Ou bien ça peut se passer, n'est-ce pas, au cours des opérations de manutention ou de stockage. Des alingues se rompent et les colis tombent. N'est-ce pas? Le riche taker donc avait mal agrippé, n'est-ce pas, donc le conteneur, n'est-ce pas, au niveau du côté droit. Finalement, il a soulevé, le conteneur donc est tombé. Ça peut arriver. Ou bien même pendant les opérations donc de stockage, n'est-ce pas? On va continuer. Avant de continuer, même les marchandises peuvent séjourner à, par exemple, au niveau de comment on appelle donc des MAD. Donc les MAD, c'est quoi? Donc les magasins et aires de dédouanement. Des voleurs s'introduisent, ouvrent le conteneur et puis ils partent donc de la cargaison. C'est des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Donc des cas de vol. Maintenant, ce qu'il faut retenir, à côté de ces dommages matériels, il peut y avoir également des avaries frais. Alors, vous avez donc des avaries particulières dommages. Tout ce que je viens donc d'évoquer, on peut le considérer comme étant donc des avaries particulières dommages. Mais à côté donc de ces avaries particulières dommages, il peut y avoir donc des avaries frais constitués de dépenses effectuées pour préserver les objets assurés d'un dommage ou d'une perte matérielle garantie ou d'en limiter l'importance ou encore même de permettre aux marchandises donc de poursuivre leur voyage interrompu. Alors, je donne un exemple. Une machine qui est endommagée en cours d'expédition routière. Alors, lorsqu'on s'est rendu compte que la machine est endommagée, il faut maintenant donc la ramener parce que, mais comment on va livrer une marchandise qui est endommagée, une machine endommagée? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple donc la ramener en usine, ensuite, n'est-ce pas, donc la remettre en état, la reconditionner, la réemballer avant de la réexpédier. Donc, ce qui veut dire que les frais de retour, de remise en état, de reconditionnement, de réemballage et de réexpédition sont couverts donc par les garanties d'assurance faculté. Alors, c'est ce que j'entends par, n'est-ce pas, avarie frais. C'est bon? Exemple, les dommages subis par une machine et dont l'exportateur est obligé de la faire revenir à l'usine pour réparation ou reconditionnement ou réemballage et ensuite de la renvoyer à son acheteur. Donc c'est ce que je viens de dire tout de suite. Les frais de retour, de remise en état, de réemballage, de reconditionnement, de réexpédition sont donc couverts. N'est-ce pas? On a aussi donc les avaries communes. Alors, qu'est-ce qu'une avarie commune? Si vous vous rappelez très bien aussi, donc dans la première partie donc l'assurance corps de navire, on en avait parlé. On avait dit que c'est lorsque donc une dépense ou bien un sacrifice extraordinaire a été décidé, n'est-ce pas, volontairement, n'est-ce pas, d'une manière intentionnellement et raisonnablement donc devant un danger, n'est-ce pas, pour sauver des biens qui sont engagés donc dans une aventure maritime. Vous me suivez? C'est presque donc la définition qu'a donné donc les règles York et d'Anvers, n'est-ce pas, dernièrement modifiées en 2004. Parce que je vous avais dit que donc les avaries communes étaient régies donc par les règles York et d'Anvers de 2004. Enfin, dernièrement modifiées en 2004. Maintenant, moi je tente donc de donner une autre définition pour que les gens puissent comprendre. Qu'est-ce qu'une avarie commune? L'avarie commune peut être définie comme étant un ensemble de dépenses ou sacrifices extraordinaires décidés volontairement par le capitaine du navire dans l'intérêt commun devant un danger ou un péril menaçant à la fois le navire et sa cargaison et aboutissant à un résultat utile ou bien un résultat positif. Alors, je donne un exemple. Un navire a été violemment, n'est-ce pas, surpris par une forte tempête avec des rafales de vent, n'est-ce pas, qui dépassaient même donc les 130 km à l'heure. La tempête avait tellement secoué donc le navire que finalement ce dernier donc commençait à tanguer terriblement avec une inclinaison par exemple de 25 degrés, donc bâbord. Le capitaine donc, il lui est interdit de laisser le navire et sa cargaison en souffrance. Alors il prit donc la ferme décision de prendre donc certains conteneurs ou bien certaines marchandises et de les sacrifier donc par-dessus bord. Finalement, grâce à ce sacrifice-là, le navire donc a pu être redressé, il a pu être sauvé, il a été finalement remorqué donc jusqu'à bon port et puis même après on a payé donc des frais de remorquage. Vous me suivez? Donc les mesures qui ont été prises volontairement par le capitaine du navire donc sont considérées comme étant donc des actes d'avarie commune. Je donne un autre exemple. À bord d'un navire pendant sa navigation maritime, il y a eu un incendie. L'incendie a provoqué beaucoup de dommages.
Le capitaine du navire donc, a ordonné donc, des mesures d'extinction donc, des feux qui ont provoqué d'autres types de dommages. Donc les dommages provoqués par les mesures d'extinction donc, des feux ordonnées par le capitaine du navire sont considérés comme étant donc, des avaries communes. Mais les dommages qui sont directement causés par l'incendie donc, sont des avaries particulières. Je reprends. Les dommages directement causés par l'incendie sont qualifiés donc d'avaries particulières. Mais par contre, donc, les dommages qui sont causés par les mesures d'extinction ordonnées par le capitaine du navire, d'extinction du feu ordonnées par le capitaine du navire, sont considérés comme étant donc des avaries communes. Alors, l'idée qui est à la base de cette notion est qu'il est juste de faire participer tous les intéressés à une expédition maritime, propriétaires de navires, armateurs et chargeurs, à certaines dépenses provoquées par la fortune de mer. Le terme avarie commune est d'ailleurs incorrect. L'appellation appropriée serait plutôt contribution aux avaries communes. Maintenant, nous avions tous nos marchandises à bord d'un navire, mais malheureusement, lorsque donc, la tempête a secoué le navire, finalement, des marchandises ont été sacrifiées. Mais si on n'avait pas fait ce sacrifice, les autres cargaisons n'arriveraient pas à bon port. À bon port, autant pour moi. Donc, ce qui veut dire que l'armateur, comme on a sauvé son navire, en partie, il doit contribuer à réparer les dommages. Les chargeurs à qui également leurs marchandises ont été sauvées aussi, donc doivent contribuer à partager, n'est-ce pas, donc à rembourser autant pour moi, n'est-ce pas, donc les dommages. Maintenant, pour que l'on puisse parler donc d'avarie commune, il faut impérativement, n'est-ce pas, que 4 caractères donc soient réunis. Donc, c'est des caractères qui sont, en tout cas, qui sont cumulatifs et non alternatifs. Il faut impérativement que les 4 soient là. S'il y a un seul caractère donc, qui manque, il n'y a pas donc d'acte d'avarie commune. Alors, le premier caractère, c'est quoi? C'est l'intérêt commun. Donc, toutes les dépenses, autant pour moi, tous les sacrifices qui ont été consentis doivent être faits donc dans l'intérêt commun. Le caractère volontaire donc des dépenses. Donc, toutes ces dépenses ou sacrifices aussi donc, doivent relever d'une décision volontaire du capitaine du navire. Alors, il faut impérativement aussi qu'il y ait donc la présence d'un danger. Et enfin, il faut impérativement que tous ces sacrifices, que toutes ces dépenses-là donc, aient un résultat positif. Donc, c'est ces 4 conditions qui doivent être réunies. Donc, comme je dis, c'est cumulatif et non alternatif pour que l'on puisse parler donc d'avarie commune. Alors, le règlement de l'avarie commune. Le règlement d'avarie commune a donc pour but de calculer la part que le navire d'une part et la cargaison d'autre part auront à supporter. Le calcul est effectué selon les règles d'Orchid d'Anvers modifiées en 2004. Lorsqu'il y a règlement d'avarie commune, ce sont les experts répartiteurs ou dispatchers qui vont y procéder en déterminant donc la masse créancière et la masse débitrice. N'est-ce pas? On va continuer. On va expliquer après. C'est quoi la masse créancière? La masse créancière comprend les dommages ou dépenses liées aux tentatives de limitation des avaries, alors que la masse débitrice, quant à elle, est la différence entre les valeurs de départ et les dommages directement causés par l'accident. Maintenant, bon, nous allons après, à travers d'autres vidéos, donc montrer comment on calcule donc la masse créancière et comment on calcule la masse débitrice. Maintenant, le rapport entre cette masse créancière et cette masse débitrice là permet donc de sortir un taux de contribution qui est égal à quoi? Taux de contribution égale masse créancière sur masse débitrice, donc fois 100. N'est-ce pas? Alors, il y a maintenant donc la présence de risques exceptionnels. Alors, lorsqu'on dit risque exceptionnel, c'est quoi? C'est des dommages qui ne sont pas pris en compte par les garanties que nous allons voir, mais qui peuvent faire l'objet d'un rachat. C'est pourquoi je les ai appelés risques exceptionnels, donc, au lieu donc, de parler d'exclusion. C'est l'ensemble des dommages qui vont résulter d'actes de guerre civile ou étrangère, déclarés ou non déclarés, actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, conflits politiques ou sociaux, actes de sabotage, actes de piraterie, saisie ou confiscation, violation de blocus ou embargo. Alors, on va faire une petite application. Alors, ici, j'ai un énoncé. Alors, soit un porte-conteneur caractérisé comme suit. Valeur du navire, le corps, donc le navire donc, vaut 200 millions de dollars.
Les marchandises qui sont chargées à bord donc valent 1 milliard 350 millions. Les valeurs des conteneurs, n'est-ce pas, les conteneurs vides parce que c'est un porte-conteneur, donc on les a évalués à 27 millions de dollars du moins. Alors, considérons un incendie ayant causé des dommages suivants caractérisés comme suit, comme avec commune. Dommages au navire, 70 millions. Dommages aux marchandises, 350 millions. Dommages aux conteneurs, 6 millions 500. Les mesures d'extinction des feux ordonnées par le capitaine causent de nouveaux dégâts. 15 millions à la marchandise, au navire du moins, 27 millions 5 à la marchandise et au conteneur 1 million 5. Enfin, l'assistance au remorquage du navire endommagé coûte 100 millions. Et les autres frais d'avarie commune donc valent 65 millions. Vous m'excuserez. Alors, je continue. Maintenant, le travail à faire, c'est quoi? On me demande de calculer donc la masse créancière. On me demande également de calculer donc la masse débitrice, de calculer donc le taux de contribution et de calculer donc la contribution provisoire de toutes les parties qui sont intéressées donc à cette aventure maritime. Alors, nous allons d'abord commencer par calculer donc la masse créancière. Donc, comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, la masse créancière est composée de quoi? Des dommages, des dépenses ou sacrifices donc liés aux tentatives de limitation des avaries. Lorsque le capitaine donc a ordonné donc des mesures d'extinction du feu, cela a provoqué 15 millions au navire, 27 millions, n'est-ce pas, à la marchandise. Je pense que c'est ça. 1 million 5 au conteneur. Les frais d'assistance aussi donc valent 100 millions et les autres dépenses d'avarie commune donc valent 65 millions. Ce qui fait donc un total de 208 millions 500 000. On va aussi calculer donc la masse débitrice. La masse débitrice, c'est quoi? C'est la différence entre les valeurs de départ et les dommages qui sont directement causés par l'accident. On a 200 millions, n'est-ce pas, donc comme valeur du navire au départ. Et l'accident, l'incendie a provoqué 70 millions de dommages au navire. Donc si on fait la différence, ça donne 130 millions. Les marchandises, on avait valeur marchandise au départ 1 milliard 350 millions. Moins 350 millions de dommages causés par l'incendie, ça fait 1 milliard. Ensuite, donc, les conteneurs, n'est-ce pas? Valeur départ conteneur, 27 millions. Ensuite, donc, dommages causés par l'incendie au conteneur, donc, ça fait 6 millions 5. Donc, différence, ça fait donc 20 millions 5. Alors, donc, le montant total fait 1 milliard 150 millions 500 000. Maintenant, on calcule le taux de contribution. A K est égal à taux de contribution. C'est égal à masse créancière 208 millions 500 000 sur masse débitrice 1 milliard 150 millions fois 100, ça fait 18,13%. C'est sur la base maintenant de ce taux que nous allons calculer, n'est-ce pas, donc la valeur contributive donc des parties. Le navire donc va contribuer à hauteur de 18,13% sur la base de quelle valeur? Sur la base donc du valeur dépréciée. Donc ici on va appliquer donc la règle de proportionnalité. Donc ça fait 23 millions 569 000. Les chargeurs vont contribuer également sur la base de 18,13%. Donc ça touche uniquement donc les 1 milliard, donc ça fait 181 millions 300 000. Et les conteneurs, l'armateur va également contribuer pour ces conteneurs, donc 20 millions 500 000, valeur donc dépréciée, multipliée donc par le taux qui est égal à 18,13%, ça fait donc 3 716 650. Donc le montant total même que l'armateur donc devrait contribuer est égal à combien? 23 569 000 plus 3 716 650. Alors j'espère bien que cette vidéo donc a été très instructive donc pour vous. Je vous donne rendez-vous donc dans d'autres vidéos. Merci.